Merci beaucoup. Les résultats préliminaires que je présente aujourd'hui sont tirés de ma thèse, comme vous en avez probablement tiré la conclusion, où je cherche à mettre en lumière l'apport des tribunaux et particulièrement de la Cour suprême du Canada à l'évolution de la norme d'autonomie pour les francophones hors Québec, et ce depuis 1982, donc lors de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Je souhaite démontrer que la jurisprudence canadienne en matière de droit linguistique qui a découlé de la Charte a évolué de façon à promouvoir une plus grande autonomie pour les francophones hors Québec dans certains domaines, mais que cette autonomie-là reste aujourd'hui incomplète et fragile. Je vais commencer par faire une mise à plat de ce que ça signifie ou de ce que ça peut signifier, l'autonomie pour les minorités linguistiques telles que les francophones hors Québec. C'est-à-dire, donc, quel type d'autonomie ces dernières peuvent, à quel type d'autonomie elles peuvent théoriquement aspirer, pour ensuite faire un survol de la jurisprudence des 3 dernières décennies afin d'en illuminer certaines tendances lourdes. Par souci d'économie de temps, je ne pourrai pas m'arrêter sur chaque décision, mais je vais plutôt tracer les grandes lignes directrices de chaque décennie dans l'énonciation de cette norme d'autonomie. Et en guise de conclusion, je présenterai quelques perspectives d'avenir sur l'action des francophones hors Québec devant les tribunaux. Mais avant tout, puisque je dois bien justifier la raison pour laquelle une politologue s'intéresse tellement au droit, et avant qu'on ne me renvoie à la faculté Fauteux et qu'on me sorte de la faculté des sciences sociales, pourquoi est-ce que le droit est si important pour le politique? Pour mieux le comprendre, on peut retourner à certains penseurs politiques tels que Montesquieu, par exemple, de qui on tient l'idée de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Cette doctrine classique énonce que le législatif énonce les lois, que l'exécutif les exécute et que le judiciaire assure leur application. Or, c'est grandement reconnu aujourd'hui que cette séparation des pouvoirs est plutôt fictive et que ces 3 pouvoirs détiennent une influence plutôt réciproque. Donc, le parquet législatif est le lieu de lutte effective entre différents acteurs sociaux afin de définir la norme, alors que le discours du droit, pour sa part, est le lieu d'une légitimation, mais aussi souvent d'une reformulation de la norme. Et c'est ainsi que, par cette reformulation, et particulièrement dans les pays common law, où la jurisprudence a force de loi, le droit est aussi producteur de normes. Toute interprétation du juge a un effet non seulement sur le texte de loi qu'il interprète et sur les normes que celui-ci véhicule, mais de façon encore plus fondamentale, elle a un impact débordant du strict cadre juridique jusqu'à toucher le réel, et ce, par l'intermédiaire du politique et notamment des politiques publiques. Par ailleurs, les phénomènes tout contemporains que sont la juridicisation et la judiciarisation du politique participent à renforcer cette interdépendance du droit et du politique. Au Canada, l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés a été à ce niveau-là un tournant décisif, une critical juncture, voire même une révolution pour utiliser les termes de Morton and Knopf, notamment grâce au processus de révision judiciaire qui permet dorénavant l'enchâssement de la Charte que permettait l'enchâssement de la Charte dans la Constitution canadienne. L'intervention accrue des juges dans certains domaines par l'entremise de ces nouveaux pouvoirs-là qui s'offraient à eux à la suite de la révision constitutionnelle a été qualifiée dans la littérature d'activisme judiciaire. Les juges se sont vus offrir la possibilité de devenir de réels agents de changement politique à partir de 1982. Il existe une littérature maintenant énorme au sujet de l'activisme judiciaire au Canada, sur laquelle je ne peux pas m'arrêter aujourd'hui malheureusement, mais il reste que pour le meilleur et pour le pire, la voie juridique est devenue, à la suite de l'adoption de la Charte, une nouvelle fenêtre d'opportunité politique pour les groupes comme les francophones hors Québec. Les FHQ font partie d'un groupe plus large qu'on appelle les Charter Canadians, qui sont parmi les groupes ayant le plus à gagner à se présentant devant les tribunaux, selon certaines études, parce qu'ils détiennent là un potentiel réel d'influencer le politique. Le droit est donc une arène où se jouent de plus en plus de conflits politiques auxquels les juges doivent répondre. De plus, les décisions prises par les juges dans l'arène juridique ont une influence concrète, tangible sur le politique, en particulier lorsqu'il s'agit de minorités pour qui le cadre législatif est un lieu de pouvoir où leur voix est souvent enterrée par celle de la majorité. Voilà donc où se trouve la pertinence de mon projet à la Faculté des sciences sociales et pourquoi c'est intéressant d'étudier le discours des juges canadiens à l'égard de l'autonomie des minorités. Pour en revenir à l'autonomie, qu'est-ce que ce terme signifie exactement?
C'est une question à 1000 $ pour un politologue, un philosophe, même un juriste, parce que c'est une notion sur laquelle tout le monde s'accorde un peu à la base pour dire qu'elle représente une certaine forme de pouvoir politique. Mais combien de pouvoir, sous quelle forme, c'est encore sujet à débat. Malgré ce flou-là, l'autonomie est devenue une notion, somme toute, assez chère aux minorités parce qu'elle permet la revendication d'un certain pouvoir politique sans nécessairement aller aussi loin que l'autodétermination, qui est un terme qui fait peur aux États. Les buts et les résultats qui découlent de l'octroi d'une forme ou d'une autre d'autonomie envers les minorités, c'est aussi matière à débat. Donc, quel type d'autonomie doit être octroyé à quel type de minorité? Combien d'autonomie est assez d'autonomie pour permettre à une minorité de préserver sa culture, sa langue, ou encore pour endiguer des revendications sécessionnistes? C'est le genre de questions que se posent à la fois les théoriciens et les praticiens. L'autonomie peut être appréhendée à partir de deux dichotomies, soit autonomie personnelle ou autonomie collective et autonomie territoriale ou non territoriale. L'autonomie personnelle désigne un droit octroyé à un individu, alors que l'autonomie collective s'applique à une collectivité. L'autonomie de type territorial signifie une dévolution de certains pouvoirs sur une partie d'un territoire étatique, souvent sous la forme de fédéralisme ou d'une décentralisation, et souvent revendiquée par les minorités concentrées territorialement, ça va de soi. Il est aussi préféré par les minorités parce qu'il crée un nouvel ordre de gouvernement pouvant fournir des services plus réguliers et mieux financés. La plupart des États sont toutefois frileux à l'idée d'octroyer une certaine autonomie territoriale parce qu'elle permet de remettre en question leur intégrité territoriale, particulièrement lorsque les demandes d'autonomie des minorités se transforment en demandes indépendantistes sécessionnistes. L'autonomie non territoriale, de son côté, a plutôt comme fin le maintien et la reproduction de la culture d'un groupe. C'est une autonomie plus restreinte, mais qui convient mieux aux minorités territorialement dispersées, vous me voyez venir, et comprend, par exemple, le droit à la gestion d'institutions éducationnelles et culturelles. Les droits des minorités linguistiques sont parmi les droits qui sont, encore aujourd'hui, un champ de bataille politique parce qu'ils ne font toujours pas l'objet de normes juridiques universellement appliquées et applicables. C'est en partie en raison de leur statut flou au sein du cadre théorique des droits libéraux, qui tend surtout à la reconnaître à la suite des travaux de Will Kymlicka, par exemple, soit les minorités ethniques ou les minorités nationales. Et selon Pierre Fouché, l'autonomie représente la forme la plus achevée de protection des minorités linguistiques, celle qui correspond le mieux à l'un des principaux fondements du droit des minorités, à savoir l'épanouissement et la